Nous allons entendre de suite Clément Pélissier, que là, pour le coup, nous ne présentons plus du tout, puisqu'il est un popophile de grand renom et qu'il est un habitué de nos journées monstrueuses, ainsi d'ailleurs que de toutes nos réjouissances pop. Et il va nous parler de Spider-Man, je cite très exactement, dans la jungle de béton, le règne des monstres mutants comme raison d'être de Spider-Man. Spider-Man étant lui-même d'ailleurs un monstre, mais j'imagine qu'il va nous en parler. Je lui laisse la parole de suite. Exactement, merci beaucoup. Sébastien, donc effectivement, on va dire que je suis la deuxième partie du duo intellectuel inavoué et surtout inavouable que nous formons avec Albin Le Garois. Nous sommes yin et yang à la fois et personne ne sait lequel est lequel. Et il est bien évident que si Albin vous a parlé de choses visqueuses, je vais moi aussi vous parler de choses visqueuses, car Spider-Man en est ma foi pas mal pourvu, lui aussi. Je vais d'abord replacer les choses dans leur contexte premier, tout simplement vous présenter qui est Spider-Man. Alors je vais prononcer ça à la française la plupart du temps, à une exception près pour un personnage dont la traduction donne une approche culturelle et narrative un peu particulière, et ça j'y reviendrai. Tout d'abord, Spider-Man, c'est un héros de comics avant tout que l'on doit à l'association entre Stan Lee et Steve Ditko. Il apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy numéro 15 en août 62. Chez nous, c'est les éditions Lug qui vont le propulser en traduisant tout simplement The Amazing Spider-Man qui date de 1963. Il arrivera chez nous en 1969 et effectivement, comme je viens de vous le dire, le succès va être au rendez-vous aux États-Unis et Spider-Man aura tout simplement sa propre série par la suite. Et évidemment, vous savez à quel point il fait partie du paysage pop culturel avec une quantité non négligeable de films, adaptations et autres supports. Je vais donc dans cette communication vous présenter certains des monstres emblématiques qui côtoient sa vie et son combat de justicier et je vais vous les présenter à différentes adaptations. Je parlerai notamment beaucoup de jeux vidéo et notamment du dernier jeu vidéo Spider-Man qui est sorti sur PS5, donc Spider-Man 2 de chez Marvel. Je vais spoiler un petit peu, mais pas trop. Je vais essayer de limiter le spoil, tout simplement parce que si certains et certains d'entre vous veulent le faire, eh bien, je ne peux que les y encourager. Je l'ai fini il y a quelques jours et je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, mais j'ai besoin d'une pause. Je vais vous expliquer pourquoi il est aussi intéressant et je vais donc lancer un partage d'écran. Voilà, nous commençons donc tout de suite avec justement la forme visqueuse. Et on va dire que ce méchant-là va particulièrement intéresser Sébastien, puisque tu as pointé tout à l'heure le fait qu'il était peut-être important, même sans aucun doute très important, que les monstres abordent aussi le point de vue des victimes de ces monstres. Et il se trouve que Venom est complètement dans ce principe-là, puisqu'il s'agit d'un symbiote, un anti-héros, un super-vilain de l'univers Marvel, hein, créé par le scénariste David Michelinie et le dessinateur Todd McFarlane, hein, très célèbre s'il en est. Et il apparaît pour la première fois en 1984. C'est donc un personnage relativement récent dans la mythologie du tisseur, mais il y a beaucoup à dire. Déjà parce qu'il s'agit d'un personnage qui est totalement lié à Spider-Man, mais aussi à Peter Parker, puisqu'en fait, le symbiote, dans son acceptation première, dans sa première version, dans son apparition dans les comics, nous vient de l'espace. C'est une créature alien, à la base informe et visqueuse, donc avec cette texture noire que vous voyez là. Et il va s'accrocher tout d'abord à Peter Parker et lui conférer sa tenue noire, la fameuse tenue noire, un arc très célèbre dans les comics, hein, qui a été de nombreuses fois repris. Et puis par la suite, en fait, ce qui va se passer, c'est que le symbiote va, comme dans la nature, finalement, s'accaparer son hôte et s'accaparer surtout son esprit, sa situation mentale. Et Peter Parker va devenir de plus en plus violent et agressif en poursuite de la très grande force qu'il va acquérir avec le pacte avec ce personnage. Et il se trouve que le symbiote va donc finir par se détacher de Peter Parker. Il a donc accès à tout son profil psychologique et physique. Il sait donc parfaitement qui est Peter Parker et il connaît sa double identité. Et il va s'accrocher à d'autres personnages, la plupart du temps à Eddie Brock, qui va devenir donc Venom, que nous voyons ici. Or, il se trouve que dans le jeu vidéo, Marvel Spider-Man 2, eh bien, le symbiote revient. Alors, ce n'est plus Eddie Brock, c'est un autre personnage. La mythologie est modifiée, je ne vous dirai pas qui c'est.
mais c'est un autre personnage qui va donc prendre l'apparence de Venom. Et il se trouve que le personnage du symbiote, pour la nature qu'il possède, est très intéressant. Déjà parce qu'il va nous permettre de regarder un petit peu les travaux de Thierry Hockey. Thierry Hockey est un philosophe qui a travaillé sur la question des presque humains en 2021. Il a sorti un ouvrage par rapport à ça et je vous décris ce qu'il entend dans son ouvrage publié au Seuil. Ni transhumain, ni post-humain ou inhumain, le presque humain désigne un nouveau domaine. Celui qui se dessine en deçà ou au-delà de l'humain, là où notre condition devient une question plutôt qu'une évidence. Que nous disent-ils de ce que nous sommes devenus, ces êtres, entre parenthèses zombies, mutants, robots, cyborgs, ghouls, etc., qui, sans être nos semblables, nous ressemblent cependant, au point parfois de devenir des caricatures de nous-mêmes. Qu'ils soient amis ou ennemis, ces êtres fictifs hantent notre imagination et nous promettent un avenir souvent inquiétant, remettant en cause notre autonomie. Ils nous rappellent qu'être humain, c'est toujours être susceptible de faillir. Entre menaces de chute et rêves de plénitude, les presque humains interrogent de manière originale ce que c'est que d'endosser un costume de femme, d'homme ou simplement d'humain. Or, dans son cadre de travail, Thierry Hockey propose plusieurs éléments, plusieurs catégories. Il pointe quatre grands groupes, quatre catégories de presque humains et leurs sous-groupes. Je ne vais pas tout vous décrire, mais dans les quatre catégories, il y a les aliens, les golems, les trans et les équipés. Et dans les sous-groupes aliens, il se trouve que Thierry Hockey analyse la figure du symbiote. Il l'analyse d'un point de vue philosophique, politique, socio-économique. Que dit-il par exemple du symbionte? Il les appelle donc les symbiontes. Le symbionte, c'est le parasitisme. C'est celui qui se partage le monde entre les espèces. Mais c'est aussi le parasitisme et l'exploitation. Finalement, c'est l'incarnation d'une flore intestinale, d'un virus, d'un parasite, d'un endo-humain, et c'est quelque part quelque chose qui a trait au capitalisme politiquement et qui va quelque part contaminer la société dans son mode de travail, dans son mode de fonctionnement, dans son mode économique. Nous nous conformons tous, plus ou moins, au modèle capitaliste, au modèle technocrate. Nous devenons à part entière des êtres symbiontes. Il se trouve que pour l'acceptation psychologique de la créature, c'est extrêmement intéressant. Surtout dans le jeu vidéo que je vous présente ici, c'est-à-dire dans Spider-Man 2. Parce que le côté traumatique du symbiote a toujours été plus ou moins traité. On a vraiment l'idée que Peter pactise un peu avec le diable et qu'il a quelque chose dans sa vie de traumatisant, hein. Si je reprends les propos de Jonathan Rémoinville dans Qui est le tisseur, l'extraordinaire Peter Parker, paru en 2016 chez Feur d'édition, il nous dit bien que le premier récit mettant en scène Peter Parker aurait presque pu être un récit horrifique, tellement la vie de ce garçon est assez terrible. Dans le premier récit, il n'a pas vraiment de notion de bien ou de mal, il s'en fiche et son oncle décède par sa faute. C'est de là que pour lui, un grand pouvoir va impliquer de grandes responsabilités et qu'il va se vouer à la justice. Mais à la base, son récit, comme la plupart des super-héros, est complètement traumatique. Or, il se trouve que le trauma, pour le symbiote et pour Venom, est absolument fondamental. Parce que Venom, littéralement, se nourrit totalement de son hôte et il se nourrit de ses traumas. Et c'est particulièrement vrai dans la version PS5, donc, qui est sortie au début du mois. Alors, il faut savoir que dans cette version-là de l'histoire, quasiment tous les proches de Peter Parker savent qu'il est Spider-Man. D'accord? Sa double identité est connue et il construit sa vie de famille et sa vie sociale en alternant entre le fait qu'il est Spider-Man et qu'il est aussi Peter Parker. Et il se trouve que, à la base, le symbiote est là, il est introduit pour soigner le corps d'un personnage. Le corps du personnage qui va devenir donc le nouveau Venom par la suite. Il est là pour le soigner d'une espèce de cancer généralisé. Et il y a la notion de guérir le monde, en fait, de guérir le monde par la science, par l'usage de cette substance alien et visqueuse. Et il se trouve que ça va mal tourner. Je reviendrai sur les expériences catastrophiques scientifiques, hein. C'est très important pour Spider-Man, mais il se trouve que Peter va donc être contaminé par le symbiote parce qu'il est question de lui sauver la vie. Il tombe inconscient lors d'un combat et la seule solution, c'est de lui transférer le symbiote. Sauf que le symbiote va fusionner progressivement avec les traumas psychologiques de Peter, à savoir la charge mentale d'être un super-héros, à savoir la charge mentale d'avoir perdu son oncle, d'avoir même perdu sa tante dans le premier jeu. Donc, Peter Parker est un individu qui ne va pas bien et qui porte de trop nombreuses responsabilités et le symbiote va s'en nourrir.
Il y a deux façons de s'en débarrasser, une physique, biophysique, et une autre tout à fait fondamentale, psychologique. La façon biophysique de se débarrasser d'un symbiote, c'est de lui imposer un son très fort avec une fréquence très puissante. Il craint énormément les sons forts et les ultrasons, mais il faut, pour que l'autre se libère de son armure symbiotique, il faut l'amener à parler, il faut amener à cracher les traumas et à cracher la souffrance. C'est ce qui va se passer lorsque Miles Morales, le disciple de Peter, le second Spider-Man, va confronter son mentor, complètement devenu fou dans le jeu, complètement voué à son agressivité. Il va lui parler tout au long du combat pour le pousser à retirer de lui-même son costume. Et le symbiote, dans le dernier tiers du jeu, va temporairement infecter un autre personnage très proche intimement de Peter Parker dans sa vie intime. Mais le truc, c'est qu'effectivement, le combat très difficile va également se dérouler sur du dialogue. Et la créature va dire la souffrance de l'autre humain par rapport au fait que Peter Parker fasse porter aux autres la responsabilité de ses traumas, qu'ils ne prennent pas le temps de se faire encadrer correctement, de se faire soigner correctement et de diriger sa vie d'une manière sereine. Donc, c'est extrêmement poussé dans le jeu et ça peut être très parlant pour le joueur et les spectateurs. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent de quoi je parle notamment. Donc, le symbiote est extrêmement intéressant sur ce point de vue-là. Nous allons passer à un deuxième monstre qui va, j'en suis sûr, intéresser beaucoup notre ami Antonio, puisqu'il s'agit d'un reptilien. Le reptilien qui se trouve être le lézard, qui, à mon avis, n'est pas étranger au vieux mythe new-yorkais, au vieil imaginaire new-yorkais, qu'il se trouve des sauriens dans les égouts de New York. Ici, effectivement, le docteur Curtis Connors est totalement dans cette dimension-là. Hein. Il s'agit d'un personnage de scientifique. Hein. D'ailleurs, on voit tout à fait la dimension scientifique de la chose, puisqu'il est représenté avec sa blouse blanche. Hein. C'est l'artefact même du scientifique et même du savant fou. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, le docteur Curtis Connors a eu un bras amputé, tout simplement, un bras disparu. Et pour tenter de faire avancer la science et de soigner son amputation, eh bien, tout simplement, il va s'injecter de l'ADN de lézard, partant du principe qu'effectivement, dans la nature, les lézards sont capables de faire repousser leurs membres disparus. Effectivement, c'est un fait, mais il se trouve que dans les comics, évidemment, ça va mal tourner. On notera que le lézard apparaît pour la première fois en 63 également. Ça va donc très mal tourner, puisqu'effectivement, ça va devenir un homme reptile extrêmement agressif qu'il va falloir soigner. On en a évidemment plusieurs occurrences dans la mythologie de Spider-Man, notamment ici. Alors, c'est très intéressant dans le film de The Amazing Spider-Man, qui est un peu plus récent que Sam Raimi, par exemple. C'est-à-dire que la blouse n'est pas toujours là. On voit d'ailleurs que le crâne du saurien est beaucoup plus lisse, on va dire. Mais la blouse n'est pas toujours là, elle va l'être, mais le côté scientifique a laissé place à encore plus de côté bestial, je dirais, et il est dommage que, enfin, je ne crois pas l'avoir dans les participantes du chat ou autre, mais il est dommage que notre grande prêtresse des kaiju, Anne-Elisabeth, ne soit pas parmi nous, parce que dans la version PS5 de 2023, le lézard est de retour et il n'est pas content évidemment. Et il se trouve que l'hommage à Godzilla me paraît vibrant, l'hommage au kaiju me paraît vibrant, d'autant plus que une première phase de notre duel avec lui va se passer quasiment sous les eaux, dans la rivière. Donc c'est à la fois un être amphibie, c'est vraiment, on est à mi-chemin entre le kaiju, le dragon, le lézard, enfin bref. Et je puis vous assurer qu'il est musclé et que le combat est difficile, mais voilà, on a vraiment quasiment une logique de kaiju. Il escalade les immeubles, hein, ça veut dire quelque chose, hein, puisque le territoire de Spider-Man et de ses ennemis, c'est à la fois le ciel et également la terre et même la sous-terre, les égouts donc. Et donc là-dessus, c'est également très intéressant. Autre acceptation. Alors j'aime beaucoup cette couverture parce que là pour le coup c'est vraiment Spider-Man qui est posé en prédateur, hein. On voit vraiment le côté araignée qui va prendre dans sa toile sa proie avec le docteur Octopus. Donc on a eu le lézard, on a eu le symbiote et maintenant nous avons la pieuvre, le docteur Otto Octavius cherche à manipuler des éléments nucléaires en toute sécurité en se créant un exosquelette, mais comme d'habitude, boum badaboum, ça va mal se passer et il va terminer en espèce de poulpe cybertronique. Donc là, nous l'avons dans le film de Sam Raimi et encore une fois dans le jeu vidéo. Tadam, 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 le voilà, c'est l'un des grands méchants. Alors celui-ci, dans le premier jeu vidéo de Spider-Man, hein, celui de 2018, hein,
c'est l'antagoniste principal. Mais voilà, on a vraiment ce côté pieuvre. Donc on voit que Spider-Man a affronté quasiment tout le règne animal en fait, hein. Soyons clairs. Ce qui est très intéressant, c'est que ce soit le lézard ou Otto Octavius, donc le docteur Octopus, ça permet de traiter de la figure du savant fou. Et il se trouve que nos amis de Pop en Stock ont un dossier qui concerne les savants fous. Et donc, on peut se pencher vers le travail de Hélène Després, donc, qui a été publié en 2016, qui a traité de la figure du savant fou, de la sympathie pour le savant fou, notamment dans les séries télévisées. Donc, je recite son article, Sympathie pour les savants fous télévisuels, stéréotypes, pathos et anarchisme. Donc, elle nous dit, depuis son apparition dans la littérature britannique du 19e siècle, la figure du savant fou a subi de nombreuses métamorphoses en fonction des grandes découvertes scientifiques et des nouvelles formes de fiction investies. Ainsi, les savants fous sont littéraires, scéniques, cinématographiques, bédéistiques, puis télévisuels. Ils se sont développés indépendamment, construisant leur propre code, mais toujours en relation hypertextuelle avec leurs origines littéraires. Dans les années 1920, le savant fou devient un personnage récurrent du cinéma expressionniste, le docteur Mabuse par exemple. Puis dans les années 1930, James Whale marque l'imaginaire collectif et fixe les tropes visuels qui caractériseront cette figure tout au long du XXe, avec son Frankenstein évidemment, et ça, c'est pour Albin. Donc effectivement, là où le savant fou est très intéressant, notamment dans les comics, c'est qu'il est soit à l'origine du drame monstrueux, soit il en est la victime. Mais cette victime va devenir la plupart du temps folle. Le docteur Octavius voulait vraiment aider le monde, sauver le monde, mais malheureusement, sa transformation, sa fusion avec l'exosquelette va affecter son comportement et son cerveau. Par conséquent, il va vraiment devenir fou dans l'acceptation la plus immédiate du terme, la plus non raccourcie du terme, je dirais. Et du coup, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de se dire que qui est Spider-Man sinon un jeune homme qui, dans son costume de super-héros, combat des personnes qui étaient ses proches et même ses professeurs. Peter Parker est encadré souvent par les figures humaines de ces savants avant qu'ils ne deviennent des super-vilains. Par conséquent, Peter Parker se retrouve pour le bien-être de New York à être obligé de tabasser ses professeurs. Je ne sais pas si c'est un fantasme de certains étudiants, en tout cas, lui, il n'a pas d'autre choix que de le faire. Et encore une fois, pour lui, c'est une sorte de trauma et de culpabilité. Il veut absolument sauver le lézard, le docteur Curtis Connors, qui a été son professeur. Il veut absolument sauver le docteur Otto Octavius, qui a également été un de ses mentors. Comme il le dit justement dans ce jeu vidéo, lors du combat, encore une fois un combat extrêmement éprouvant et narrativement très fort, je déteste ce que vous me forcez à faire. Nous aurions pu changer le monde ensemble. Vous étiez mon modèle. Il va sans dire, du coup, que le docteur Otto Octavius est au courant de la double identité de Peter Parker et qu'il est conscient d'affronter son élève. Je passe rapidement sur le Scorpion, qui est une autre bête très classique dans l'univers de Spider-Man et qui est extrêmement logique. Le Scorpion est un prédateur naturel de l'araignée, lui aussi apparaissant dans les 60s, dans les comics. C'est tout simplement un type un peu paumé, McCargan, qui va se voir offrir la possibilité de faire le buzz en affrontant Spider-Man et avec un costume irradié, avec des rayonnements et bien évidemment, comme d'habitude, ça va mal tourner et il va devenir de plus en plus instable et de plus en plus proche de sa figure animale du Scorpion. On le voit ici dans l'excellente version, quoique un peu vieillissante, de la série animée de Spider-Man des années 90. Et Tadam, bien évidemment, il réapparaît dans les jeux. Et on revoit encore l'étoile gluante qui traîne de partout, Sébastien, comme tu peux le voir. Et encore une fois, le trauma est présent puisque le Scorpion possède dans cette version-là une queue empoisonnée, un dard empoisonné, qui, lorsqu'il va toucher notre bras Spider-Man Peter Parker, va le mettre dans une phase de délirium qui va durer de longues minutes dans le jeu, où notre pauvre ami a une fièvre monumentale et où il est obligé de se battre dans une réelle crise psychotique où toutes ses culpabilités ressortent et il va falloir à tout prix créer un antidote qui va le purger de ce poison. Je vous parlais tout à l'heure d'un problème de traduction. Eh bien, dans le cas du Green Goblin, et je fais exprès de prendre l'acceptation anglaise et non pas française, qui est le bouffon vert, eh bien, c'est très intéressant. Ça a été pointé notamment
par Jérôme Dorvidal, hein, dans le dictionnaire des mythes du fantastique par Pierre Brunel. Il nous dit, Jérôme Dorvidal, que à l'entrée super-héros, il nous explique que justement, la traduction de Bouffon vert en francophonie est tout à fait maladroite, puisqu'elle nous retire tout un artefact culturel du Green Goblin et donc du gobelin, créature du folklore germanique, hein, très ancienne, déjà médiévale. Hein. Et en fait, la traduction de Bouffon vert ne nous donne qu'une dimension de pitre qui le rapprocherait presque du Joker de Batman, alors qu'en réalité, il y a vraiment quelque chose d'un gobelin. Alors d'un gobelin, certes un peu farceur, il est trickster, c'est vraiment la figure du trickster, mais il n'empêche qu'il est extrêmement dangereux lui aussi, puisqu'en réalité, eh bien, lui aussi va connaître l'identité réelle de Spider-Man et va finir par le pourchasser. Et d'ailleurs, il y a encore une fois, on trouve non seulement du trauma, mais également de la malédiction familiale, puisqu'à l'origine, le bouffon vert n'est autre que Norman Osborn, et il transmettra ses pouvoirs et sa tare mentale à son fils Harry au bout d'un moment. Décidément, chez Marvel, la santé mentale, c'est pas trop ça, et chez Spider-Man, encore moins peut-être. Et je crois qu'il y a, avec tous ces monstres, quelque chose à dire de la recherche scientifique et de l'université en règle générale. Ça va beaucoup plaire à Sébastien. Mais là, pour le coup, en sciences dures. Il y a une chose, à mon avis, que les films ont tendance à oublier un petit peu, les films de Spider-Man, ou du moins à évacuer un peu trop vite, à mon sens, c'est que Peter Parker est un scientifique. C'est un savant, lui aussi. Alors, fou peut-être, mais un savant, en tous les cas. Un savant qui essaye de réparer les erreurs de la science. Il possède donc une thèse. Et ce qui est intéressant avec le personnage de Peter Parker, c'est qu'il a beau être dans certaines versions un docteur, à l'origine, il est quand même en galère pour payer son loyer, les gens ne comprennent pas ce qu'ils font, et il a du mal à garder un travail. Oui, c'est confirmé, c'est un docteur. Oui, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher, je n'ai même pas essayé de m'en empêcher. N'empêche, au-delà de cette blague, la dimension de la recherche scientifique est extrêmement importante. Dans le cas du Green Goblin, rappelez-vous du film de Sam Raimi. Dans le film de Sam Raimi, au début des années 2000, à une époque où Marvel n'avait pas complètement phagocyté le paysage de la pop culture cinématographique et où on ne faisait pas encore des films de super-héros à la chaîne et où il y avait encore des films d'auteurs, excusez-moi, je règle mes comptes, mais voilà, il se trouve que la trilogie de Sam Raimi et surtout le premier film donc va mettre en place ce personnage de Green Goblin. Et ici, la question de la recherche scientifique et du budget alloué à la recherche est absolument essentielle. On va dire à Norman Osborn, qui est là pour créer un super soldat, un sérum de super soldat, qu'il va falloir livrer commande, sinon on va retirer les billes, notamment au niveau du militaire. Hein. Eh bien, il se trouve que Norman Osborn va passer outre tous les protocoles de sécurité, malgré le fait que l'instance scientifique que l'on voit ici au milieu en blouse blanche va lui dire non, 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 il nous faut encore un an de test. Non, non, on ne peut pas tester sur les sujets humains parce que les rats sont devenus beaucoup trop agressifs et c'est dangereux. Mais Norman Osborn, n'écoutant que son portefeuille, va se mettre lui-même en situation où il va lui-même inhaler le gaz du super soldat, le sérum du super soldat, et bah, bien évidemment, ça va mal se passer puisqu'il va finir par tuer son collègue scientifique, le seul qui le prévenait du danger, et sa première action va être d'éliminer cet exosquelette qui est donc le projet concurrent. Donc il va assassiner les commanditaires tout simplement pour pouvoir garder la pleine jouissance de sa recherche. Et on retrouve encore une fois, encore et toujours la figure du trauma, puisque, eh bien, le masque du gobelin va finir par interagir complètement avec la personnalité complètement psychotique de Norman Osborn à la suite de l'ingestion du sérum. On va assister à la transfiguration de ce personnage dans son imaginaire psychotique et il va donc devenir tout à fait le Green Goblin. Mais j'aime bien, si vous voulez, cette idée de se dire que la recherche scientifique est une recherche qui va quasiment toujours mal se passer. Parce qu'il y a chez nos personnages de scientifiques, que ce soit le lézard ou chez Otto Octavius, il y a l'idée que la science va sauver le monde. C'est une idée extrêmement positiviste, c'est une idée qui guidait Victor Frankenstein. Et il se trouve que, justement, Peter Parker est lui-même une erreur de la science. Il a été mordu par une araignée radioactive qui lui a donné ses pouvoirs. Et là, encore une fois, on retrouve la propension des comics qui sont très intéressants à étudier du point de vue de la vraie science, de la science dure. C'est très intéressant à faire. Il y a beaucoup de profs de physique-chimie qui le font, notamment aux États-Unis. Mais c'est très intéressant de voir comment les comics
réduisent à néant quasiment les processus de cause à effet. Ce que je veux dire par là, c'est simple. On se fait mordre par une araignée, donc on prend les pouvoirs de l'araignée. On prend la capacité de coller au mur et de s'accrocher de toile en toile. Alors qu'on sait très bien que si vous faites piquer par une araignée, ce que vous risquez surtout, c'est d'avoir des boutons et diverses maladies. Idem, on a un bras amputé, donc on s'injecte de l'ADN de lézard et ça repousse. C'est très logique quelque part. Du moins simplifié, certes, mais extrêmement logique. Je l'ai expérimenté dans ma propre thèse, puisque j'ai travaillé sur les imaginaires intuitifs chez les super-héros du point de vue de la science notamment, et je l'ai beaucoup traité avec le personnage de Daredevil, qui est un autre personnage de Marvel, donc de super-héros aveugle. En fait, on part du principe que lorsqu'il perd la vue grâce aux produits chimiques, tous les autres sens de Daredevil sont surexploités et c'est une croyance commune pour le grand public de croire que les aveugles surcompensent forcément par leurs autres sens. Donc il n'est pas étonnant que les auteurs de comics aient pu aussi le mettre en place. Il s'avère dans la réalité que c'est en fait un peu plus compliqué que ça. Il y a des thèses sur le sujet. Et sachez, entre autres, qu'il existe, contrairement à ce que croyaient les scientifiques du XVIIe siècle étudiant les chauves-souris, il existe bel et bien pour l'être humain une capacité à accéder à l'écolocation, qui est le propre des chauves-souris et de certains petits mammifères, c'est-à-dire le fait de se repérer dans le noir en claquant de certains organes, de mandibules. Eh bien, sachez que l'être humain est capable d'y accéder. C'est ce qu'on appelle l'écolocation humaine, c'est pratiqué par certains aveugles avec ce qu'on appelle le clic palatal, c'est-à-dire un clic de langue qui va les aider à se repérer. Évidemment, c'est quelque chose de peu connu qui, à ma connaissance, n'a pas été restitué dans les comics de Daredevil, pour la simple bonne raison que ça lui serait tout à fait inutile vu la puissance sensorielle qu'il possède. Mais sachez-le, ça existe et c'est au prix d'un entraînement et d'une formation. Évidemment, nulle magie et nul super pouvoir là-dedans, c'est un entraînement, une formation que l'on trouve dans certains pays, mais pas partout. Donc c'est pour ça que le thème de l'écolocation humaine est relativement peu connu dans nos contrées. Voilà, il me semble avoir fait un petit tour d'horizon, quoique rapide, mais qui a permis de montrer que Spider-Man affronte quasiment toutes les strates du règne animal, et qui dit monstre dit également chasseur. Voici Craven, hein, Craven avec un côté homoérotique, je trouve, assez assumé, hein, la peau de bête, tout ça, qui va donc être un chasseur, littéralement, qui va chasser dans la jungle de New York tous les monstres, ou presque, que j'ai cités, et qui va chasser Spider-Man lui-même. Hein. Et il est encore une fois, je suis désolé, je suis obsédé par le jeu de la PS5, mais c'est pas de ma faute s'il a invoqué tout le monde. Écoutez, hein. Donc il est également très important, et Raven, dans cette version-là, part du principe que la vraie chasse, c'est le prédateur qu'on ne peut pas stopper. Il attend de se faire stopper par le prédateur qui va le dépasser, par le monstre urbain qui va le dépasser, par le mutant qui va parvenir à le tuer. Aura-t-il satisfaction? Ça, je ne vous le dis pas, faites le jeu. Mais en tout cas, il me semble que Spider-Man est très intéressant et l'univers Marvel plus généralement pour le nombre de créatures hybrides qu'il propose et surtout pour la réflexion qu'il nous permet de poser quant au postulat de la recherche scientifique, quant à la question des budgets, à la question des sciences dures. Je rappelle également que la science et la médecine utilisent d'autres éléments de règne animaux, végétaux pour étudier tout simplement la vie, pour étudier certaines cellules qui peuvent augmenter notre santé, soigner certaines maladies. Alors évidemment, on n'en est pas à se transformer en homme méduse ou en homme poisson, évidemment, mais il se trouve que la science questionne tout cela et il est, me semble-t-il, tout à fait normal que la pop culture et la fiction s'amusent avec toutes ces thématiques-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à toi, Clément. Bon, bah, beaucoup de choses intéressantes. Tu t'en doutes, des points de vue qui sont les miens et des motifs, images, thèmes et autres mythes qui m'intéressent. Le visqueux et le gluant, moi, me semble vraiment déterminant dans notre représentation imaginaire. On l'a vu avec Oumi, on l'a revu avec Albin. Avec toi, là, Clément, il y a quelque chose, à mon avis, dans le visqueux qui est aussi lié à l'idée d'entités qui peuvent ramper non seulement sur les corps humains, mais s'infiltrer à l'intérieur des corps humains, et puis soit y pondre, soit s'y répandre et posséder, nous voilà revenus à la possession, et posséder l'entité humaine dans laquelle il a fini par s'infiltrer. Si je me rappelle bien, c'est comme ça qu'est représenté le Venom dans le premier film qui s'est concentré sur lui et qui était post-11 septembre, si je me rappelle bien, puisque ça montrait un Spider-Man en colère. C'est la colère qui le rendait mauvais ou qui favorisait en quelque sorte son passage à la malédiction.
mes souvenirs sont un peu lointains là, mais je me demande s'il n'y a pas un film de Cronenberg, Frisson, des années 70, du milieu des années C'est bien possible. 70, dans lequel un savant fou, justement, invente une sorte d'entité qui décuplerait le désir sexuel, et puis ça lui échappe, et voilà que tout l'immeuble est contaminé. Shivers, non, Frisson, je crois que c'est les années 70, et je crois que c'est Cronenberg, mais j'en suis plus complètement Oui, sûr. c'est Cronenberg, oui. C'est Oui, bien ça. Et puis, tout l'immeuble est contaminé, Antonio, si tu te rappelles de ça. oui, Et ça oui, donne oui. naissance à des transgressions sexuelles de tous ordres, les jumelles, etc. Enfin bon. Et il me semble que c'est représenté comme une sorte d'entité gluante qui ressemble au Venom, en quelque sorte, à la possible contagion par le Venom, comme le cancer noir dans la série des X-Files. Là Hmm. aussi, c'est un peu lointain, mais je vois que Clément identifie ça mieux que moi, parce que moi, c'est vraiment des souvenirs plus anciens. Je me suis pas tellement intéressé depuis lors à ces questions-là, mais comme des petites limaces noires qui se glissent sous les peaux et qu'on voit ensuite Hmm. faire leur Oui, ravage dans à l'intérieur. Cronenberg, c'est des limaces. Et ça l'est Oui, oui, aussi oui. dans X-Files. Cette question du parasitisme, Hmm. puisque tu as parlé du parasitisme, en fait, il me semble là qu'il y a une tradition horrifique Ouais. très, Ça dont bug de les mon films côté. super-héroïques hérite finalement. On a tendance à laisser de côté, tu l'as dit, la tradition super-héroïque qui s'incarnerait dans les films super-héroïques. Moi, je crois qu'il y a l'arrière-plan horrifique qui est vraiment là pour Hmm. quantité de films et même d'ailleurs de comics super-héroïques. On voit bien qu'il y a quelque chose, une esthétique de l'horrifique, du gore, etc., à travers le symbiote notamment. Il y a quelque chose auquel je pense maintenant, peut-être par rapport à la viscosité, on en revient, tu parlais d'étoiles. Maintenant, on est dans des adaptations cinématographiques et vidéoludiques où le tisseur ou Spider-Man fabrique ses toiles de manière chimique, donc en utilisant des produits chimiques. Mais dans la première version de Sam Raimi, il sécrète les toiles par ses poignets, en fait. Il les crée chimiquement, il les sort de son corps. Et il y a quand même une scène, alors c'est peut-être moi qui suis obsédé, mais quand même, il me semble qu'il y a quelque chose. Il y a quand même une scène avec la tante May où en fait il teste ses toiles, il en met partout dans la chambre, il y a des toiles à tous les murs, à tous les plafonds, et en fait la tante May veut rentrer dans la chambre, et en fait il me semble, sachant que Peter Parker est un jeune homme au lycée à ce moment-là, c'est un lycéen, c'est même pas un étudiant de fac, hein, donc il est encore plus jeune, il me semble quand même, pardon, hein, mais qu'il y a quelque chose d'autrement sexuel qui a trait à la masturbation, ou du moins au fait que si la tante May rentre, non seulement elle va découvrir que son neveu vit une puberté particulière, pour le coup, mais en plus, elle va découvrir que bah il y a des substances gluantes de partout dans la chambre. Et du coup, en soumettant cette hypothèse à un collègue, il m'a rappelé que dans le dessin animé des années 90, la plupart du temps, il entoilait ses ennemis au visage. Que faire de ça? Non, non, mais Je c'est n'en sais sûr qu'il y a. rien. Non, non, mais là, il y a quelque chose qui est très étrange dans la représentation de tout ça et des fluides corporels liés à C'est ça. Spider-Man et liés d'ailleurs aussi à tout le monde qui entoure Spider-Man. En termes de critique de l'imaginaire, on dirait que c'est trop récurrent pour que ça soit insignifiant. C'est pas possible. Mm, Et d'ailleurs, comme tu le dis, le passage du corps qui produit des toiles au fait de l'invention des petits gadgets qui lui permet ensuite de mm. lancer des toiles me semble aussi significatif. D'ailleurs, les gadgets marchent pas toujours très bien. Il peut se Oui, retrouver à court de toile, oui, etc. Et de ça devient fluide, évidemment c'est moteur ça. en termes actentiels. Cette histoire du gluant, non, mais il faudra vraiment qu'on y revienne. Et puis je te remercie d'avoir aussi parlé de la question du savant fou, parce que c'est lié aussi à la question de la sorcière dont on parlait tout à l'heure, et c'est lié aussi à Ghostbusters. Non pas que la sorcière, c'est une savante folle, mais il y a quand même quelque chose qui tourne autour de la compréhension, du filtre, de l'alchimie, des plantes, et même une sorte de voisinage entre sorcière et alchimiste qui va dans le sens de cette représentation, disons, bizarre de la science et de la compréhension des phénomènes naturels. D'ailleurs, au passage, on voit bien que c'est devenu une obsession de beaucoup de films, de beaucoup de romans d'abord, et puis de films ensuite, l'expérience scientifique qui était positive et qui déclenche une catastrophe absolue. Il n'y a pas que pour Victor Frankenstein et sa Mm. créature, mais beaucoup plus récemment, beaucoup plus proche de nous, c'est ce qui se passe dans La planète des singes, je veux dire dans la nouvelle trilogie de La planète des singes, puisque c'est un sérum contre Alzheimer qui fait que toutes sortes de choses. D'abord que les singes deviennent intelligents et peuvent dire non comme César, etc. Et puis aussi le fait qu'il y a un virus singe simiesque qui se répand sur l'ensemble de la planète. Bon. Et dans World War Z, que ce soit le roman ou que ce soit l'adaptation filmique, c'est un vaccin contre le cancer qui transforme en mutant l'essentiel de la population humaine
laquelle d'ailleurs ne s'en prend qu'aux humains bien portants, puisque les humains malades, eux, passent à travers la menace mutante, en quelque sorte. Hein, les mutants ne s'en prennent pas aux malades. Donc toutes ces questions de maladie, de symbiote, de cancer noir, de transformation des corps en autre chose, de métamorphose inquiétante, de gluance et autres viscosités, et puis tout ce qui est lié au trauma aussi, dont tu as plusieurs fois parlé, hein, me semble vraiment très très important. Et je me demande si on ne pourra pas justement y revenir quand même dans le 4. Surtout que je pensais à ça, mais là c'est pareil, je ne suis plus complètement sûr de mon affaire. Mais le masque qui s'empare de l'intériorité de l'humain, dès Mm. lors qu'on endosse le masque, voilà qu'on est possédé par le masque, je crois bien que c'est au cœur du troisième Halloween, dont les puristes, c'est les aliens qui s'emparent d'une usine qui fabrique des masques pour Halloween, si mes souvenirs sont bons. Il avait été très mal vu par la critique, ce Halloween 3, là, d'accord, bon. Mais il me semble bien que c'était une histoire d'être possédé par le masque que les aliens fabriquaient dans cette usine de jouets qui était Je crois pour eux pas une que ce soit façon. des aliens. C'est pas des Je crois aliens, que c'est des Albin. méchants druides. Je crois que Ah, c'est des druides maléfiques ou quelque chose comme ça. Faut ah, pas c'est confondre les presque druides encore maléfiques et mieux les alors. aliens. Ah, Évidemment, Albin, on c'est est d'accord. possible. Tu vois, pour moi, c'était des aliens. Mais si c'est des druides maléfiques, c'est encore mieux, si j'ose dire, puisque là, on est en plein dans cette question de la possession possible par le masque qui s'empare de l'intériorité. Il faudrait revoir. Là, j'avoue que ça fait une éternité que j'ai pas vu le troisième Halloween, Par mais rapport au masque, Sébastien, alors tu connais ma passion absolument dévorante pour les masques et pour le thème du masque, et pas seulement sur les super-héros. Mais si tu prends alors un film qui a certes vieilli, mais je m'en fiche, il reste un doudou, c'est The Mask avec Jim oui, oui, Carrey. bien C'est sûr. totalement ça. Le masque s'empare du personnage de Stanley Ipkiss et en fait, il lui permet d'être bénéfique, enfin bénéfique. Il fracasse un peu tout sur son passage quand même. Il ne lui permet d'être bénéfique que parce que le personnage de Stanley Ipkiss est un homme enfant fan de Tex Avery. Et en fait, le masque réagit à la personnalité profonde de Stanley. Et donc, Oui, du coup, on a complètement cette idée que l'individu disparaît complètement derrière le masque. et on est au milieu des années 90, au moment où il y Oui, a un renouveau justement de ce goût pour le masque d'un côté et pour la possession par l'objet de l'autre. The Mask, c'est drôlement bien parce que c'est aussi un mélange, une hybridation entre le cinéma et le cartoon, etc. Et je pense qu'il faudrait, et ça devient un monstre au sens propre du terme, il faudrait qu'on reparle de bien tout sûr. ça. C'est même pire que ça parce que finalement, alors là, The Mask est plutôt un film positif, c'est plutôt une comédie familiale. Mais si tu vas par là, finalement, le fait que le masque supprime l'individu, ça veut dire que la responsabilité de l'individu est mise en cause. Est-ce que Venom est responsable de ce qu'il fait, quelque part? Est-ce que finalement, on peut en vouloir légalement à Stanley Ipkiss dans The Mask de fracturer une banque, puisque c'est le masque qui agit à sa place? Enfin voilà, ça pose vraiment. Alors après, on pourrait répondre à la question, oui, mais du coup, ils remettent les masques, donc ils se rendent responsables, ils savent ce qui se passe, ils comprennent ce qui se passe. Et d'ailleurs, encore une fois, l'instance scientifique, décidément, les universitaires sont mal vus dans le film du masque. Quand il va voir l'universitaire, quand il va voir l'anthropologue spécialiste des masques, il n'arrive pas à lui prouver que la magie fonctionne. Tout simplement parce qu'il est en plein jour et que Loki est un masque nocturne. Et en fait, il passe juste pour un débile devant un spécialiste des masques, à sauter partout et à gueuler pour essayer de déclencher la transformation. Mais du coup, ça ne marche pas. Ce qui veut dire que l'instance universitaire, l'instance savante, est l'instance réfractaire, en fait. Je termine tant que j'y pense, pardon. À propos de Ghostbusters 2, là c'est pour toi, Albin. Si mes souvenirs sont bons, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu. Il y a quand même un personnage de méchant à part Vigo qui est un débile profond. C'est le responsable de la sécurité environnementale, qui, voulant se charger de la sécurité environnementale, libère un fléau pas possible sur la ville. Il me semble que c'est une critique, mais alors hurlante du film, quant aux instances écolo bien pensantes qui ne comprennent absolument pas la nature dramatique des fantômes, des esprits et compagnie et qui ne comprennent pas le véritable danger sanitaire qui n'est pas là parce que les fantômes sont enfermés, mais qui va être là si les fantômes sont libérés. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Il y a Sachant que beaucoup. dans le jeu vidéo qui est sorti il y a une dizaine d'années et qui se passe en 91, ce mec-là, William Penn, d'où le jeu de mots débile de Peter Venkman, je crois qu'il fait réincarner Gozer ou un truc comme ça. Enfin, c'est devient vraiment le méchant principal du jeu vidéo. Oui, oui, ça devient vraiment le méchant de l'histoire.
De toute façon, avant de laisser la parole à Antonio, on voit bien qu'il y a aussi quelque chose qui obsède l'espèce humaine depuis qu'elle pense au monstre. Parce que déjà, chez Sénèque, dans les controverses, il y a l'idée de se demander si on peut juger le monstre avec des critères humains. Parce que dès lors qu'il est un monstre, il échappe partiellement à l'humanité, et s'il échappe partiellement à l'humanité, on ne peut pas lui appliquer les règles et les lois humaines. Ça a Hmm. aussi beaucoup tourné autour de l'imaginaire du sorcier et de la sorcière, quand même dans la possibilité d'une rédemption du sorcier et de la sorcière. Bien sûr, il y a toute la question de la religion Wicca, etc. Tout ça a beaucoup joué pour la rédemption de la figure de la sorcière. Mais il y a aussi l'idée que de toute façon, il n'y a aucune raison de juger avec des critères purement humains de personnes ou de personnages qui, tout ou partie, échappent à l'espèce humaine, Hmm. puisqu'elles ont ou ils ont Hmm. des pouvoirs surhumains, ou transhumains, ou presque humains, mais en tout cas pas tout à fait humains. Cette question Hmm. juridique, en quelque sorte, elle est quand même importante parce qu'elle concernait le Minotaure. Quand même, c'est pour ça que je citais Sénèque. Est-ce qu'il est possible de juger le Minotaure avec nos règles humaines alors qu'il n'est pas humain? Et dans ce cas-là, C'est pourquoi rigolo ce que essayer tu de dis. le tuer, de s'en débarrasser, etc. C'est rigolo ce que tu dis Rejoint parce que la ce genre de débat, question de l'animal aussi, parce que ça rejoint, quand tu parlais des monstres animaux, etc., c'est que dans la grande catégorie de ce qui est inhumain, ben, on peut être inhumain par le bas, si on veut, c'est le côté animal, etc. Ou on peut être inhumain par le haut, c'est le côté des instances plus surnaturelles. Mais il ne faut pas oublier par rapport à Spider-Man et tout ça, que la Marvel, avant de reprendre le mythe super-héroïque, il s'était particulièrement de manière obsessionnelle Hmm. consacré aux monstres. Et c'était Tales of Suspense, Tales of to Astonish, etc., etc. Et que, en fait, avant la réinvention du canon super-héroïque, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était la translation des monster movies science-fictionnels. Donc, tout ce que Sébastien aime beaucoup, les araignées géantes, tous ces trucs-là, enfin bon, le kaiju aussi, enfin, tout cet imaginaire post-atomique. Et qu'en fait, ce qui va vraiment nourrir la réinvention du super-héros, c'est tout cet apport de la science-fiction des années 50 et des monstres. Et je pense que c'est grâce à ça que le super-héros se réinvente. Parce que finalement, c'est pas juste un retour au premier support post-atomique. Et puis la peur du nucléaire, justement, tu viens de la citer, la peur du nucléaire, la peur de la guerre froide. Hulk est complètement né de ça, l'idée que les rayons gamma. Alors, Stanley a admis lui-même, même si Stanley a dit beaucoup de choses et son contraire, qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était un rayon gamma. Et que du coup, il trouvait ça cool, et donc du coup, il s'est dit, on va créer un personnage irradié au rayon gamma, et ça va faire Hulk. Mais il y a vraiment quelque chose autour de la peur de la science qui dérape et de la bombe atomique, de la bombe nucléaire. Donc oui, Qu'on a dans quantité Et de films des années l'histoire 50. éditoriale, parce qu'on a souvent parlé des supports et de l'influence des supports et tout ça. Là, on voit très bien que Marvel s'était essoufflé sur un filon qui était les monster movies au début des années 60, parce que ces films eux-mêmes de série B, série Z, etc., avaient pris un coup de vieux au début des années 60. Et on voit bien que ce coup de baguette magique de Stanley avec la réinvention d'un panthéon super-héroïque, bah, finalement, c'est la solution commerciale, si on veut, pour Marvel et que c'est tout l'imaginaire précédent va être réinvesti dans l'imaginaire des super-héros. Et c'est ça qui va faire comme une nouvelle génération de fans, c'est le côté sci-fi, c'est justement le mutant science-fictionnel et monstrueux et tout ça.